Sud Radio, il est 14h. Parlons vrai. Les informations avec François Germain. Bonjour à tous. Après l'Assemblée nationale, le Sénat entame cet après-midi l'examen du budget de la sécurité sociale. Les sénateurs, à majorité de droite, ont déjà prévenu leur intention de revenir sur la suspension de la réforme des retraites. Ils pourraient aussi rétablir le gel des pensions et des prestations sociales. Les sénateurs siégeront sans interruption pendant une semaine sur ce texte, avant un vote solennel prévu le 26 novembre. Jordan Bardella demande à Sébastien Lecornu de renoncer à augmenter la taxe foncière, alors que plus de 7 millions de logements seront concernés l'an prochain. Le président du RN dénonce une mesure imposée en catimini. Emmanuel Macron veut responsabiliser les consommateurs de drogue. Lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a estimé que ce sont parfois les bourgeois des centres-villes qui financent les narcotrafiquants. Il plaide pour une politique de prévention et de sensibilisation sur ce sujet. On ne peut pas déplorer d'un côté les morts et de l'autre continuer à consommer le soir en rentrant du travail, dénonce Emmanuel Macron. Dans ce contexte, une marche blanche en l'honneur de Mehdi Kessassi sera organisée samedi à Marseille, près du lieu d'assassinat du jeune homme dont le frère est engagé dans la lutte contre le trafic de drogue. Le maire de Marseille, Benoît Payan, appelle les habitants de sa ville à se mobiliser pour cette marche. Le festival d'Angoulême pourrait ne pas avoir lieu l'an prochain. Les grands éditeurs de bande dessinée estiment que l'événement ne pourra pas se tenir, alors que les organisateurs assurent travailler à trouver une solution. C'est la reconduction à la tête du festival de la société 9e Art Plus qui met le feu aux poudres. Une entreprise critiquée notamment pour son opacité financière et son management jugé défaillant. Et puis, il entre encore un peu plus dans la légende du tennis. Roger Federer, intronisé au Hall of Fame qui rassemble les plus grands joueurs de la discipline. Le Suisse aux 20 grands chelems sera à l'honneur lors d'une cérémonie prévue l'été prochain aux États-Unis. Roger Federer rejoint d'autres grands noms de son sport comme Yannick Noah, Maria Sharapova ou encore John McEnroe. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente journée. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui pour le quintet sur l'hippodrome de Rouen-Moncanchy qui avait la victoire il y a quelques instants du 9 Harley Gemma. Devant le 7 Illusion J-Pad, 2 Furioso Fini, 6 Ilaya, 12 Grâce du Dijon, 9, 7, 2, 6, 12, combinaison gagnante que je vous donnais ce matin dans mon pronostic. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer 2 heures ensemble sur Sud Radio et alors on va parler de quelque chose qui à la radio n'est pas très facile puisqu'on va parler du langage corporel. Mais rassurez-vous, vous pouvez nous voir sur YouTube et donc vous verrez les gestes qu'on fait et si je me tourne ou pas vers mon invité, vous saurez si je l'aime bien ou si je ne l'aime pas. Enfin bref, plus sérieusement, on évoquait la communication hier encore et c'est vrai que c'est essentiel dans le couple, je dirais même que c'est essentiel dans les relations humaines, tout simplement. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que notre langage, certes, est un moyen de communiquer, mais la communication, ça passe aussi et surtout par le non-verbal. Et ce non-verbal est vraiment important parce que notre posture corporelle, par exemple, elle joue un rôle essentiel. Il y a le regard aussi, et c'est donc avec Claude Parisot qui est avec nous et qu'on va voir comment bien communiquer corporellement. D'ailleurs, déjà, quand on se parle, on devrait être face à face. Sinon, sinon, ça veut déjà dire qu'on n'est pas vraiment relié à l'autre. Et Claude Parisot, notamment, travaille en thérapie de couple avec la méthode Imago. Et je crois, en effet, que vous mettez les gens face à face. Oui. Et puis, je crois que si on regarde bien son partenaire, eh bien, vous verrez, vous sentirez, devrais-je plutôt dire, s'il vous écoute et surtout s'il comprend ce que vous êtes en train de lui dire. Parce que s'il ne comprend pas tout à fait, eh bien, le visage va le trahir, de même que la position du corps, il y a beaucoup à dire. Et on va justement en parler ensemble. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous nous appelez au 0826 300 300. Et vous pouvez également, si vous le désirez, envoyer votre témoignage ou poser une question par SMS. Vous envoyez Brigitte, votre témoignage au 7 20 18.
Merci Claude Parisot d'être avec nous. Tout va bien. Vous avez vos épaules face à moi. Ça veut dire qu'on est donc en relation l'un et l'autre. Non mais je le dis en plaisantant, mais c'est très vrai. On le voit sans cesse dans le restaurant des couples où tout d'un coup il y en a un qui se met un petit peu quand même de travers, il y a le corps qui s'éloigne. Hein. Oui, bonjour Brigitte. Tout à fait, il y a le corps qui s'éloigne. Dans les restaurants, c'est carrément au niveau du regard qu'on peut. Moi, j'aime bien regarder. Quand je vais au restaurant, c'est une déformation professionnelle, mais notamment avec les écrans aujourd'hui, de voir combien les gens sont plus sur les écrans, déjà se regardent pas. Et le regard, pour moi, c'est la base de la connexion. On parle de relation, et pour être en relation, pour moi, c'est la connexion, ça se passe par le regard. On dit que c'est les fenêtres de l'âme, donc... Tout à fait. Donc ça veut dire que les âmes communiquent ? Oui, par le regard. Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, la connexion, c'est par là que passe l'amour aussi. C'est-à-dire que très souvent... Mais vous avez raison, d'ailleurs, quand on a un petit flash avec quelqu'un, il y a une sorte de regard qui se suspend à un moment, et là, on sait que c'est réciproque. Oui, on le sent. On le sent. C'est dur de le décrire, parce que moi qui aime bien, je travaille sur l'invisible, puisque je travaille sur l'espace entre des couples. Et c'est un espace qui est à la fois invisible, mais qu'on sent, qu'on peut palper. C'est vraiment... mais vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans l'intro, c'est-à-dire que quand on se parle, il faut se regarder. Si déjà il y a un regard fuyant, ça veut dire que l'autre n'a pas très envie de nous écouter. Et si on se regarde, on voit si l'autre nous comprend, si nous comprend pas ou s'il a du mal à comprendre, il va froncer les sourcils, le visage va rester un peu figé. Enfin, tout est dit dans le visage, et pourtant rien ne se dit au sens du langage. Oui, c'est pour ça qu'on parle aussi avec son corps, et que le corps a vraiment son importance. C'est pour ça qu'on les met face à face, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, vous les mettez face à face. On les met face à face, les yeux dans les yeux et les mains dans les mains. Même pour parler des choses qui fâchent. Parce que l'idée, c'est d'apprendre à être partenaire plutôt qu'adversaire. Et puis que quand on est fâché, déjà, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça, c'est tout un sujet aussi. C'est souvent notre histoire qui fait qu'on est fâché. Mais le fait de se mettre main dans les mains, ça fait qu'il y a un contact visuel et aussi un contact kinesthésique. Et ça aide énormément. Et aussi, vous en parliez au début. Il doit y avoir des moments où ils ont envie de lâcher le contact, non ? Quand ils sont face à face, non ? Ça arrive ou pas ? Ça arrive, des fois, c'est même pas possible tellement ils sont fâchés. Mais on leur apprend, et c'est vrai que la plupart du temps, il n'y a pas de souci. Quand ils ont compris que l'autre n'était pas l'ennemi, c'est juste, ils vont se prendre les mains juste pour apprendre à aller ensemble au-delà de la frustration et du conflit. C'est ça que j'aime. Et c'est vrai que le corps, il est essentiel. C'est-à-dire que la tenue, par exemple, s'ils sont avachis, il n'y a pas le même tonus, il n'y a pas la même écoute, et l'autre se sent moins écouté que si je me tiens droit en face. Si on s'ouvre la poitrine, c'est qu'on ouvre le chakra du cœur, finalement. Quand on y réfléchit un peu sur un plan spirituel, notre manière de se tenir est très révélatrice aussi de notre état d'humeur. Complètement. Moi, j'ai commencé mes formations post-prof, quand j'étais prof. Après, j'ai fait psychosomatothérapeute. C'est vraiment ces choses-là qu'on nous enseigne en premier. Que la posture, que l'on peut l'avoir même tous les jours, influe sur notre humeur de la journée ou de la vie. Moi, je sais que je me tenais assez voûté quand même avant. Et aujourd'hui, je m'en suis même pas rendu compte. Il y a quelque chose qui se tient beaucoup plus droit, qui s'est redressé. Et ça change beaucoup aussi pour l'autre. On me le dit. On me le dit que je me tiens plus comme avant et que... ça montre que vous avez pris confiance en vous. Vous êtes... c'est en lien. C'est en lien, je pense. Hein, oui. Parce que les gens qui regardent par terre et qui sont un peu voûtés, c'est des gens qui généralement perdent un peu leur estime ou leur confiance. Hein. Oui, je pense à une petite BD qui revient. C'est comment il s'appelle pas Snoopy. Il y a un petit chien, puis je crois que c'est ça. Et un de ses amis qui lui dit pourquoi tu marches toujours la tête baissée? Et comme ça, il fait je travaille ma dépression. Et c'était vraiment ça, c'est-à-dire que pour bien se sentir déprimé, il baissait la tête et puis il avait les épaules voûtées. Oui, mais quand on travaille un rôle en tant que comédien, on travaille la posture, on sait que telle façon de bouger va être plus en lien avec l'humeur du personnage, bien sûr. Tout à fait. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand on est triste ou quand on est en colère ou quand on est joyeux, on n'a pas tout à fait la même posture non plus. Donc, quand notre partenaire rentre le soir, si on l'observe bien, on va savoir s'il est de bonne ou de mauvaise humeur, par exemple. Mais pour les couples qui vivent depuis longtemps ensemble, c'est comme souvent il y a moins de mots.
par exemple, quand ils sont fâchés, s'ils sont plus déconnectés, c'est le corps. Ils vont, même des fois, il y a même des interprétations qui sont pas toujours bonnes. C'est ce qui crée de la difficulté dans les couples. C'est, on va interpréter le moindre petit rictus ou le moindre quelque chose dans le visage, parce qu'on connaît bien son partenaire. Donc, s'il y a quelque chose de différent, forcément, on va le voir. La difficulté, c'est de pas interpréter. Ça, on pourra en parler. C'est que l'interprétation, c'est aussi un ennemi du couple, on va dire. Donc. Oui, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs raisons peut-être de se tenir un peu moins bien, ou de se tenir, ou de rentrer très fier. Après, il faut pas interpréter avant de demander, justement. Voilà, pensez à demander, vérifier. En tout cas, vous avez peut-être envie d'avoir un éclairage sur la manière dont on se tient ou pas. Eh bien, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant et nous aurons Soéline, justement, qui vit en couple à 3. Alors, peut-être que c'est encore plus compliqué d'interpréter. Elle nous dit ça dans un instant. Cette semaine, Tlae Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Claude Parisot et on vous invite à mieux comprendre ce qui se dit sur le plan corporel. Claude Parisot, vous êtes sexothérapeute de couple et vous faites des stages pour les couples et vous leur apprenez justement à échanger face à face. Je rappelle également que vous avez écrit Réenchanter son couple, c'est aux éditions Erol, qui est un livre justement où vous donnez beaucoup de pistes pour mieux communiquer. Soéline, merci d'être avec nous. Vous êtes en trouble, donc? Oui, effectivement. C'est pas chose très facile quand on doit lire les émotions des uns et des autres. Vous pouvez pas regarder les deux en même temps. Ça. Déjà, clairement, mais comme vous dites, le regard, c'est la force de l'âme. Enfin, on voit l'âme. Moi, après, j'ai un trouble autistique, ce qui fait que déjà de base, j'ai du mal je travaille sur ça, de pouvoir regarder les gens dans les yeux. Parce que quand je les regarde dans les yeux, j'ai l'impression d'être, parce que je suis également empathe miroir. Donc du coup, j'ai l'impression de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils pensent, et voilà. Et donc les regarder en plus droit dans les yeux, c'est compliqué. Sauf quand, par exemple, si je suis en colère, par contre, là, je vais savoir regarder les gens droit dans les yeux et rien que par mon regard, leur faire comprendre que là, non, voilà, ça va pas là. Et généralement, on me dit que j'ai un regard de tueux. Voilà. Mais quand on est en colère, notre regard devient dur, oui. Les émotions se lisent dans les yeux. Oui, si on sait un petit peu décoder, si on est apte à ne pas projeter nos interprétations, bien sûr. Mais les yeux, si on est triste, si on est en colère, si on est joyeux, le regard n'est pas le même. Ah, tout à fait, oui. Et du fait de mon empathie miroir, je demande toujours quand même confirmation de la personne de ce qu'elle ressent vraiment, justement pour pas interpréter et pas me tromper, quoi. Parce que... Quand vous parlez de votre empathie miroir, vous parlez quoi? Vous parlez de ce fameux désir mimétique, justement de ce côté miroir. Disons que généralement, je ne me trompe pas sur... souvent, j'ai même des ressentis sur ce qu'ils auraient fait, ne pas fait, ce qu'ils voudraient éventuellement faire ou pas faire. D'accord. Donc vous auriez une intuition un peu médiumnique. Oui, alors mon thérapeute m'a dit que c'était être empathe miroir. Parce que des fois, c'est tellement intuitant que je prends la personnalité de l'autre personne. Vous avez eu une enfance difficile? Vous avez eu une enfance avec... Oui. Bon. Parce que très souvent, quand on a des capacités comme ça un peu médiumniques de deviner l'autre, c'est malheureusement souvent parce que dans notre enfance, on a été obligé de se dissocier, et il y a une part de nous qui finalement devient très, très médium. Oui, je connais bien cet endroit-là, c'est-à-dire depuis tout petit, personnellement, que je rentre dans une pièce, je peux savoir exactement ce qui se passe, ce que chacun vit. Et ça, c'est comme quand on a vécu des traumas, on va dire enfant. C'est une façon de se protéger, c'est-à-dire c'est un décryptage inconscient pour se mettre en sécurité. Et vous, certainement, vous avez de l'hypersensibilité aussi, parce que si vous parlez de très autistique, ça va souvent avec. C'est que vous êtes complètement en empathie avec ce que ressent l'autre. Et j'imagine que ça ne doit pas être toujours confortable. Non, même devant une émission que j'aime beaucoup regarder le matin,
qui est sur les vétérinaires, je pleure autant que les propriétaires d'animaux quand ils sont là. C'est typique. Enfin, pour tout, je peux très bien ressentir de l'amour lors d'un film d'amour, de la tristesse, de la colère, rien qu'à travers un animal. C'est terrible. Ou la télé, quoi. Ou même, je suis pas à côté d'une personne et je ressens même la douleur physique. Et ça m'est arrivé avec mon papa qui a eu un grave accident et c'est terrible, quoi. Voilà. Oui, mais avec le temps, il faut arriver à en faire une force. Il faut travailler sur ça et en faire une force parce que ça peut être aussi un atout. Ah oui, j'essaye d'en faire un atout. Quand je suis avec mon truc, c'est que monsieur a du mal avec le nom. Voilà, je supporte pas les émotions qui le traversent parce que souvent, si on avait prévu quelque chose et que je sois obligée de l'annuler, lui, il pense qu'à ce qu'il avait prévu avec moi. Il supporte pas la frustration, en fait. Non. Pas du tout. Alors, je préfère... voilà. Je sais que je suis en plus très directe, très ce que je pense et voilà. Et puis, j'ai pas envie de rentrer dans le conflit non plus. Donc, limite, je préfère tourner les talons, sortir, m'en aller. Et malheureusement, c'est madame qui vit avec lui depuis plus de 20 ans qui gère sa frustration parce qu'elle a l'habitude. Mais moi, non. Parce que souvent, c'est face à un événement. La dernière fois, par exemple, c'est un monsieur dont je m'occupe depuis déjà quelques années. A été hospitalisé et j'ai dû partir vivre chez lui pour m'occuper de son chien. Ben voilà, parce que son plan tombait à l'eau, genre il m'en voulait, l'air de dire mais pourquoi, mais tu m'aimes pas, tu préfères ce monsieur à moi, vraiment. Alors voilà, il comprenait pas l'urgence de la chose quoi, et il pensait qu'à lui quoi. Donc ça le don de m'énerver quoi. Oui, de toute façon, ça ne dénote pas une grande qualité humaine. Hein. Excusez-moi, c'est plutôt quelqu'un d'égocentré et qui considère que vous êtes un peu sa chose. Hein. Je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est que d'abord vous savez dire non malgré votre sensibilité. Donc ça c'est déjà bien. Vous savez poser vos limites. Et puis vous savez vous protéger puisque vous évitez du coup de vous retrouver face à lui pour subir sa colère. Oui, parce qu'en plus, le pire, c'est que ça m'envahit, sa colère m'envahit moi. Du coup, c'est moi qui vais rentrer en colère. Et quand ce n'est pas mes émotions à moi, j'ai du mal à les gérer. Et ça peut aller très loin, quoi. Et donc, je préfère partir avant de me retrouver dans une situation que je ne gère plus du tout, quoi. Oui, mais c'est assez sage. Au fond, ça veut dire que vous vous connaissez finalement assez bien. Vous savez ce que vous êtes apte à gérer et ce que vous ne savez pas gérer, vous évitez de le gérer. C'est sage. Voilà, mais après, du coup, on rentre plus dans la conversation. Il n'y a plus de communication, mais... ça lui passe. Il boude un petit peu et puis ça lui passe, j'imagine. Voilà, tout à fait. Il boude et après, quand je suis de retour, je le laisse faire un moment parce qu'il a pour un moment. Et après, quand je reviens, je laisse passer. Des fois, je peux laisser passer plusieurs jours sans revenir pour que ça passe. Parce que sinon, il a la rancune facile. Soyez complice avec madame. Et puis, vous dites, dites-moi quand est-ce qu'il est à nouveau calmé et je reviendrai. Oui, mais il faut que moi aussi, ma pression redescende. Il vous faut aussi. Que moi aussi, des fois, il faut un peu de temps. Parce que voilà, je lui en veux de pas comprendre que quand quelqu'un me retrouve face à quelqu'un qui a vraiment besoin de moi parce qu'il est dans une situation, c'est une hospitalisation, c'est pareil. Quand on se fait hospitaliser, c'est que c'est quand même assez grave. Donc le fait qu'ils comprennent pas que je préfère m'occuper de quelqu'un qui... Non, attendez, il comprend pas que vous préfériez vous occuper d'un chien plutôt que de lui. En fait, c'est ça le problème. Aussi, possible. Je plaisante. Non, mais j'avoue. Non, mais je crois encore une fois que je pense que vous allez pas le changer de toute façon. Donc, et puis encore une fois, c'est une histoire un peu particulière. Vous êtes en trouble, donc c'est pas comme si c'était votre partenaire. Donc vous en prenez le positif et vous laissez le négatif de côté.
Tout à fait. Mais c'est vrai que Claude Parisot, gérer la colère de l'autre, c'est pas simple. C'est pas facile d'être face à quelqu'un qui est en colère et d'accepter de recevoir un peu sa colère. C'est difficile d'accepter la colère de l'autre, surtout que c'est la colère, on sait qu'elle est liée à nous. 90% c'est notre histoire. Donc si la colère elle est projetée sur nous et que nous on a l'impression si on ne comprend pas, c'est très compliqué. Dès que la colère elle est projetée sur l'autre, pour tout le monde c'est difficile. C'est dur de prendre, à moins de bien connaître le partenaire et puis de savoir que c'est sa façon d'exprimer, et puis on n'en fait pas une affaire personnelle, puis on laisse passer, puis après on en parle calmement quand elle est retombée. Parce qu'il y en a qui ont besoin de lâcher les chevaux, comme on dit, puis de pouvoir se lâcher. Mais il faut mettre les règles du jeu dès le début. Si c'est dans le couple ou dans la relation, c'est OK. Et puis que de fonctionner comme ça. Mais après, il faut en reparler, puis de prendre responsabilité sur sa colère. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, si je balance de la colère contre l'autre, ça fait jamais plaisir à celui qui le reçoit. Non, c'est jamais agréable. Jamais. C'est jamais agréable d'entendre l'autre crier ou de le voir casser des choses. Enfin, c'est la colère, c'est une émotion qui est quand même violente, donc on n'a pas envie de la subir, et on comprend tout à fait, Soline, que vous vous protégiez. On fait une petite pause, on va se retrouver avec le Love Conseil. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de sourire. Vous allez voir, c'est tout à fait intéressant. Et puis on va jouer avec Lélo, et peut-être que vous allez pouvoir gagner ce masseur Lélo. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0820. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, vous allez certainement apprécier ce Love Conseil, Claude Parisot, puisque quand on sourit, eh bien d'abord, on se fait du bien, pour la santé. Parce qu'il paraît que ça aide à ce qu'on dégage des bonnes hormones. Et puis, c'est vrai que le sourire, quoi qu'on en dise, ça désamorce de nombreux conflits dans la vie quotidienne. Le fait de sourire, je trouve ça très important. Et on a tendance à oublier l'importance de ce sourire quand on est dans la vie quotidienne avec les gens. Et puis il y a une chose qu'on ne sait pas. Lorsqu'on sourit, notre voix n'est pas tout à fait la même. Notre voix est plus mélodieuse quand on sourit. Et là, j'ai une voix où j'ai plutôt tendance à sourire. Et je vais continuer. Si on ne dira jamais assez aux mamans de sourire à leur bébé. Là, tout de suite, c'est moins mélodieux. Parce que j'ai arrêté d'avoir cette envie de sourire. Et donc, on pourrait déjà donc conseiller aux parents de vraiment sourire à leurs enfants. Et quand vous regardez des bébés, je parle bien de bébés, ils sont tous sourires, souvent. Alors après, ils peuvent pleurer parce qu'ils ont un petit malaise, bien sûr. Ils ont faim, ils ont fait pipi dans leur couche ou je ne sais quoi. Mais sinon, naturellement, quand vous regardez un enfant de moins de 2 ans, les 3 quarts du temps, il sourit. Et puis nous, on a envie, naturellement, quand on est face à un bébé, on va leur sourire pour recevoir aussi un sourire en retour, parce qu'en miroir... Absolument, c'est contagieux le sourire. C'est très contagieux. Moi, j'ai intégré pendant 40 ans que sourire à la vie, c'était souriez à la vie vous sourira. J'ai entendu ça très jeune, et je ne sais pas si je l'ai intégré, mais je sais que j'ai souri pendant 40 ans, mais je souriais tout le temps. À l'école, même quand je ne comprenais pas, je souriais. J'ai compris qu'en souriant, on n'allait pas venir m'emmerder. Moi, c'était vraiment ça, à cet endroit-là. C'est-à-dire que oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que peut-être que les enfants qui se font le plus harceler, c'est des enfants qui ne sourient pas assez. Ça serait intéressant enfin, c'est une enquête qui serait intéressante à faire, et on pourrait dire à nos enfants, justement, de sourire à l'école. Alors, pas bêtement, évidemment. Bon, en tout cas, observez autour de vous, vous verrez que les personnes qui sourient facilement, elles sont forcément plus positives. Et puis, apprenez aussi à repérer ce qu'on appelle les faux sourires, vous savez. En général, le visage ne s'illumine pas en entier. Il y a un sourire de façade, mais il n'y a pas le sourire dans les yeux, il n'y a pas le sourire dans le visage. Et je trouvais que aujourd'hui, avec le sujet, c'était intéressant de parler du sourire. Ben oui, ça fait partie aussi des signaux corporels. Et c'est vrai que le sourire forcé, ça s'ouvre en bas, mais pas en haut. Et le sourire de tout le visage, il y a vraiment une différence. Donc il faut vraiment sourire. Oui.
Et il y a de quoi sourire puisque je vous propose de jouer avec Lélo et Sud Radio pour gagner ce masseur personnel Lily 3. Alors vous savez, c'est un petit masseur qu'on peut mettre dans un sac et donc du coup on peut l'emmener en voyage, etc. Il a 10 modes de vibration différentes. Il est rechargeable par USB et il est parfaitement étanche. Donc on peut s'en servir sous la douche ou dans le bain. Et pour le gagner, eh bien c'est simple. Non, vous n'avez pas le droit, vous, Claude Parizeau, désolé. Vous envoyez dès maintenant Brigitte par SMS au 7 20 18 et l'un d'entre vous sera notre heureux ou heureuse gagnante. Bonne chance à tous. Dominique est avec nous. Bonjour Dominique. Oui, bonjour à tous les deux. Merci de prendre mon appel. Bonjour Dominique. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui est très important et je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Le sourire. C'est très important et souvent quand il y a des conflits ou quand il y a quelque chose qui est très négatif, si vous souriez en face de la personne et que vous le répondez, aussitôt ça désamorce un peu les conflits. Oui. À condition que ce soit un sourire, voilà, parce que le sourire un peu ironique face à quelqu'un qui est en colère, ça va pas le faire. Non, mais si vous le répondez et puis que sans être ironique ou quoi, mais si vous expliquez votre point de vue avec le sourire, il va l'entendre. Alors que si vous le répondez sur la même, pareil en colère ou quoi, ça va être un discours de sourd. Moi, j'ai pu le remarquer quelquefois avec certains de mes compagnons. Voilà. Mais c'est vrai que si vous souriez, ça montre que vous n'êtes pas en réaction. Parce que quand on est en réaction, on ne sourit pas. Si je ne réagis pas, l'autre se sent en sécurité, peut aller un peu plus loin. Et ça va calmer, naturellement, oui. Oui, et puis après, petit à petit, c'est vrai que tout se met en marche. Et même pour parler du corps, quand vous êtes en colère, vous vous recroquevillez sur vous, tandis que là, quand vous avez le sourire, vous avez les épaules qui s'ouvrent. Oui, en colère, on se recroqueville pas tellement. Hein. On est plutôt en attaque et donc il y a plutôt le corps qui va se redresser. Hein. En principe, hein. Oui, mais moi, c'est vrai que quand je me... Alors, est-ce que c'est pour sauter plus rapidement? Je ne sais pas. Non, mais peut-être que peut-être que quand vous êtes en colère, vous avez peur, et donc du coup, vous vous recroquevillez. Ça, c'est possible. Oui, c'est peut-être plus dans ce sens-là, peut-être. Parce que quand on croit, enfin, quand on est en colère, il y a normalement un désir d'attaquer, hein, et si on a peur d'attaquer, on peut se recroqueviller. C'est possible, ça. Oui. Mais c'est vrai que pour le corps, moi je sais très bien que moi j'ai un corps qui réagit très vite. Hein. Quand je suis avec la personne pour qui j'ai des sentiments et même je suis en train de travailler, je suis en train de faire quelque chose, qui arrive derrière moi sans que je l'entende et qui me fait un bisou dans le cou par exemple, je sais que c'est ça. Et puis j'ai des frissons partout, j'ai les poils qui se hérissent sur les bras et c'est une réaction épidermique. Et c'est pareil quand on est tranquille sur le canapé, quand on se prend la main, il y a juste une façon de prendre la main où c'est calme, et puis d'une autre façon, ça va être un peu plus sensuel. Il va y avoir une caresse un peu plus donc vous êtes réceptive, la manière dont on va vous prendre la main, par exemple, vous sentez l'intention qu'il y a déjà. C'est intéressant, oui. Ah oui, moi j'ai ce corps qui est en positif et en négatif aussi. Si je sens que la personne n'a pas une bonne réaction vis-à-vis de moi, c'est pareil. Là, je vais me serrer les poings. Je vais me mettre sur la défensive. Et ça va se voir tout de suite parce qu'on me dit à chaque fois que j'ai les sourcils qui se rapprochent. C'est vrai que sur la physionomie et sur le visage, on le voit tout de suite. C'est intéressant parce que dans tout ce que vous nous dites, je ne sais pas ce que vous en pensez Claude, mais dans tout ce que nous dit Dominique, on sent à la fois qu'elle est beaucoup dans son corps et dans son ressenti, et en même temps qu'il y a quand même une petite inquiétude
de la relation corporelle à l'autre. Est-ce que ça vous parle ? Oui, je pense, oui, parce que j'ai jamais... du moins, oui, je suis pas trop... Je pense ne pas être trop sûre de moi et surtout de la personne, des sentiments de la personne en face. Donc c'est vrai que je peux être un peu sur la défensive, sur l'attente. Oui, j'attends beaucoup, voilà, oui. Oui, on sent que vous avez envie, besoin même d'être touché, mais qu'il y a une petite inquiétude toujours sur le fait que est-ce que c'est vraiment sincère, est-ce que c'est vraiment pour moi, oui, hein, c'est ce que je ressens. Et avec le compagnon que j'ai actuellement, c'est vrai que maintenant il réagit différemment. Au départ, c'était très compliqué qu'il me prenne par exemple dans ses bras, alors que maintenant c'est lui qui ouvre les bras pour que je vienne contre lui, et il a toujours une main sur l'épaule, il a toujours donc lui aussi a évolué, et quand on est ensemble, la voix change aussi quand on discute les deux l'un contre l'autre. On pourrait dire en quelque sorte que vous vous êtes apprivoisés l'un l'autre. Ah oui, je pense, oui. C'est intéressant aussi ça. Comment on peut s'apprivoiser ou au contraire s'éloigner par le corps. Oui. Ah oui, parce que c'est important, hein, le toucher, et les odeurs aussi, de savoir. Moi, ça ne me gêne pas quand il rentre du travail, quand il a l'odeur de transpiration, alors que sur d'autres personnes, ça va me sauter au nez, et puis ça va être désagréable. Donc vous aimez son odeur, ça aussi c'est ainsi. Ça, c'est important, oui. Ah oui, c'est important. L'odeur fait vraiment partie, ça s'explique pas, ça aussi. C'est vraiment, il y a des odeurs, c'est très répulsif, des odeurs, et ça c'est un bon signe. Pour moi, ça fait partie de l'amour, c'est-à-dire qu'on peut aimer quelqu'un, mais si l'odeur, on la supporte pas, on peut pas le sentir. Voilà, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que dans ce que vous dites, je vous écoute attentivement, c'est vrai que je sens aussi une appréhension, c'est comme si vous écoutiez chaque petit geste non verbal pour savoir si vous allez être rejeté ou pas, c'est-à-dire de sentir quand vous pouvez y aller ou pas, et que de la moindre petite chose, vous allez avoir une crainte de peut-être d'être rejeté. C'est ça qui me vient, mais... Ah oui, mais je pense que c'est ça, oui, c'est de voir comment la personne va réagir, parce que je n'ai jamais vraiment eu si j'ai eu 2 maris, donc bon, mais je veux dire, j'ai jamais vraiment ressenti que la tendresse, comme on peut ressentir pour un enfant, en fin de compte. Vous avez certainement manqué de tendresse un peu en tout cas, vous l'avez. Oui. Bon, on en arrive. Je recherche toujours. Eh oui, mais on en arrive toujours à ça, malheureusement. Claude Parisot, on ne le dira jamais assez. Enfant, on a besoin d'être cajolé, d'être touché, de se sentir en sécurité dans ce rapport au corps, hein, de ce corps à corps, et en sécurité. Parce qu'on peut être touché et ça peut être négatif. Et puis c'est vrai que le toucher, même des parents, c'est important. Moi, c'est ce que je fais avec mes petits-enfants. Il y a toujours quand même un câlin à faire. Je ne les... je leur impose pas de venir dans les bras ou de faire, mais je leur dis, c'est vrai que ne serait-ce que de faire un bisou ou de se prendre par la main quand on va se promener, c'est important aussi. Bien sûr, et ils sont ravis de retrouver leur mamie. Ah oui. Bon, c'est que ça va dans le bon sens. Alors, vous réparez en leur apprenant, et ils seront certainement plus à l'aise avec le toucher que vous ne l'avez été du coup. Ah oui, parce que c'est très important. Oui. Alors, je voulais juste vous poser juste une petite... je fais partie d'un groupe vocal. Et alors, je ne sais pas si un jour vous allez en refaire assez rapidement. Nous faisons un concert caritatif pour Endo-France, donc qui s'occupe de l'endométriose. Oui. Et je trouve que c'est très important d'en parler, peut-être justement sur des ondes, Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait une émission
Sur l'endométriose ? Oui. Pas trop, non. J'ai pas fait trop d'émissions sur l'endométriose parce que je trouve qu'aujourd'hui, on n'en parle pas forcément très justement. Donc, je fais un peu attention à ce sujet parce qu'on le met un petit peu à toutes les sauces et ça mériterait d'être mieux traité. Mais il faudrait que j'en parle un jour avec quelqu'un. Mais il faut que j'ai un invité qui soit vraiment bien sur ce sujet-là. Donc, c'est compliqué. Oui, donc nous faisons un concert et c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu à titre caritatif. Oui. Et juste avant le concert, justement, il y aura un débat avec des questions-réponses sur des personnes qui justement se posent des questions sur l'endométriose. Et nous avons deux personnes qui s'occupent de ça, qui font des recherches et qui seront là justement le 6 décembre à Gimont dans le Gers. D'accord. Pour parler de l'endométriose. Donc c'est pour ça que je me permets bien de sûr, vous en parler sur les ondes. Ok, on a entendu et ça pourra. Ceux qui sont dans le Gers peut-être seront intéressés. Merci Dominique, merci beaucoup. Dominique. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Nous avons Muriel qui a été agressée par le passé et qui évidemment a peut-être un petit traumatisme avec le toucher. Elle nous raconte ça dans un instant. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Et qu'est-ce que tu penses des grèves d'Air France ? Je suis pour. Et pourquoi ? Parce que je prends pas l'avion. Ah ouais. C'est pas comme moi, j'aime bien parler avec. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Claude Parisot, sexothérapeute, et je rappelle que vous formez des couples en méthode Imago. Vous faites des stages de couple où les gens peuvent justement se découvrir, dépasser des conflits, se parler, et en effet, vous les mettez face à face pour qu'ils se regardent. Et on l'a vu déjà depuis 14h, l'importance du regard. On est avec Muriel maintenant. Bonjour Muriel. Bonjour Brigitte, bonjour Claude Parisot. Bonjour Muriel. Alors moi j'appelle parce que j'ai un rapport au corps assez particulier. J'ai été agressée quand j'étais ado. Et auparavant, j'ai eu une éducation un petit peu, où il n'y avait pas de câlin, où il n'y avait pas d'approche. Un peu froide, on va dire. Oui, voilà. Et quand vous parlez de l'agression, c'est une agression sexuelle ou pas ? Non, dans la rue. Dans la rue, on vous a volé. J'ai été agressée et dévêtue dans la rue. Dévêtue dans la rue ? Oui, oui. Pour vous prendre mes vêtements. Pour les prendre ou pour vous déchirer les vêtements ? Mais je ne sais pas, la personne a été dérangée par un véhicule, donc je ne connais pas du tout la. D'accord, mais on peut craindre, on peut craindre que c'était pour vous violer. Oui, c'est ça. Ça ressemble à une agression sexuelle quand même. C'est ça. Voilà. Donc. Vous aviez quel âge, Muriel ? J'avais 13 ans. Ah oui, donc vous étiez quand même encore très jeune, oui. Ouais. Et voilà, donc du coup, oui. Allez-y, allez-y justement. Du coup, beaucoup de questionnements, en me questionnant aussi par rapport à ce que je renvoyais. Est-ce que c'était ma faute ? Est-ce que, alors que j'avais un vêtement fermé, enfin voilà, il n'y avait pas du tout un côté aguicheur de ma part. Et du coup, beaucoup de questionnements. Donc, du coup, pendant une longue période, j'avais toujours. Alors, il faut savoir, Muriel, que les questionnements, la culpabilité, parfois donne une réponse. Mais c'est pas la solution parce que vous étiez évidemment coupable de rien. Mais quand on se pose beaucoup de questions, pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, la manière de se donner une réponse, c'est de se dire peut-être que j'ai provoqué ça dans ma façon de me tenir ou de m'habiller. Vous comprenez ? Oui. Mais malheureusement, c'est une mauvaise solution parce que la culpabilité, non, vous n'étiez absolument pas coupable. Mais c'est ce processus qu'il faut bien comprendre et que je vous explique et que j'explique surtout à beaucoup de personnes qui écoutent et qui, parfois, oui, on se sent coupable parce que comme ça, on donne une réponse à ce qui nous est arrivé. Sinon, c'est le hasard et c'est vrai que le hasard, ça fait peur. Oui, c'est vrai. Et par rapport à ça, justement, j'ai pas eu une écoute au niveau familial, ce qui fait que je me suis renfermée sur moi et du coup, j'avais pas de quoi déverser toute cette souffrance, cette violence. Et du coup, j'ai fait avec. Bah oui, vous avez gardé ça. Et oui. Quand vous dites que vous avez fait avec, vous n'avez pas été voir de psychothérapeute ou quelqu'un pour... Pas du tout.
comment dire, dans le... C'était pas dans votre famille une chose qu'on fait, quoi. Voilà. Oui. Tout à fait, c'est ça. On vous a dit quoi? On vous a dit, mais c'est pas grave, il s'est rien passé. Oui. C'est ça. C'est bien pire. Hein. Ben écoute, c'est bon, on ne t'a pas violé. Hein. Oui, c'est ça. Oui, on t'a pas violé. Quelle incidence? Et ça a été très violent. Et quelle incidence ça a sur votre vie d'adulte aujourd'hui, à votre avis? Mon rapport au corps. C'est-à-dire j'ai du mal, j'aime pas mon corps, hein, voilà. J'ai du mal à, quand je suis invitée chez des amis qui ont des piscines, j'ai du mal à mettre un maillot de bain. Voilà. Au niveau vestimentaire, j'ai gardé encore ça. Hein. Voilà, ça voudrait dire que vous avez peur du regard qu'un homme poserait sur votre corps et qui pourrait donc ensuite vous agresser. Est-ce qu'on pourrait simplifier les choses en disant ça? Alors, est-ce qu'on peut parler que de l'homme? Oui, certainement aussi, mais du regard des autres. Le regard des autres. Oui. Des hommes aussi, certainement, hein, oui, d'autant plus, ouais. C'est-à-dire que comme s'il y avait quelque chose vous avez introjecté quelque chose comme si c'était sale et que les autres on pourrait le voir, quoi, en fait. C'est ça. Ou alors il y a peut-être une chose qui serait peut-être aussi à comprendre, c'est que si vous êtes un peu dénudé comme en maillot de bain par exemple, ça vous remet dans la situation où vous avez eu très très peur, parce que je pense qu'au moment où il vous agresse cet inconnu, sur le moment, une fois qu'il avait... Vous étiez sidéré, et une fois qu'il avait commencé à arracher vos vêtements, là vous avez eu certainement une peur viscérale. Et c'est peut-être, si vous êtes à nouveau un peu dénudé, cette peur viscérale peut peut-être remonter à la surface. Ah oui, j'avais pas fait le rapprochement, oui, tout à fait, peut-être bien. Et donc vous gardez toujours des vêtements sur vous pour pas être dans ce moment où cette peur viscérale pourrait vous envahir. Oui. Enfin, je sais pas, hein, si ça vous parle, c'est peut-être une piste. Oui, c'est vrai, je l'avais jamais vu sous cet angle-là, oui. Mais c'est vrai que là, on pourrait donner plein de pistes, mais moi, ce qui me semble vraiment indispensable pour toutes les personnes qui ont vécu des traumas, parce que là, vous parlez d'un trauma. C'est un vrai trauma, oui. C'est un vrai trauma. Les traumas, moi, pour avoir vécu des abus sexuels, enfant, on ne peut pas, je suis clair, on ne peut pas s'en sortir seul. C'est pas possible. C'est-à-dire que pour avoir une vie épanouie sexuellement ou même sensuellement ou même de couple ou même de vie affective, et là dans ce que vous dites, c'est clair que c'est toujours là présent, c'est indispensable, et c'est pas parce que c'était il y a pas mal d'années. Même aujourd'hui, c'est important d'avoir un accompagnement avec quelqu'un de spécialiste pour vous accompagner là-dedans, pour vous apprendre à vous aimer, à aimer votre corps, et ça se fait, croyez-moi. Mais par contre, seul, non, c'est pas possible. Je le dis clairement. Oui, je me fais. Alors, je ne sais pas si c'est. Je suis avec une systémicienne. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne personne, mais. C'est la bonne personne si vous avez l'impression que ça avance. C'est ça. Et alors, je n'y vais pas forcément. J'y vais pas forcément sur ce champ-là. Si vous avez l'impression que ça tourne en rond, c'est que quelque part, c'est pas avec la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Il faut à un moment donné, peut-être, dans votre cas, on pense évidemment à l'EMDR ou l'hypnose ou de la sophrologie, mais quelqu'un qui va quand même travailler à la fois sur le trauma. Il faut quelqu'un qui puisse quand même être spécialiste avec la question du trauma quand même. Et tous les psychologues sont pas prêts à ça parce que on leur apprend beaucoup de choses, mais on leur apprend pas forcément le travail sur le trauma. Et là, pour tous ceux qui écoutent aussi, pour tout ce qui est trauma, il y a vraiment le MDR, il y a aussi aujourd'hui l'ICV. Et le TIFT, faut regarder, il y a beaucoup de méthodes. Il y a un livre qui est super sur les pleurs de l'oignon, comment guérir des traumatismes, qui est vraiment bien, où la personne qui a vécu vraiment l'enfer, elle raconte aussi en tant qu'aujourd'hui psychothérapeute et spécialiste des traumas, comment se défaire de tout ça, parce que c'est vraiment à prendre au sérieux, vraiment. Vous savez, il est vraiment important que vous entendiez et que vous vous répétiez, Muriel. Ok, vous n'avez pas été violé, mais ce que vous avez vécu, c'est un vrai trauma. Il n'y a pas à mettre des notes sur les traumas de chacun. Vous avez vécu un vrai trauma, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes encore habité par ce trauma. Donc il faut aller voir quelqu'un qui sait travailler sur les traumas. Il faut demander je ne sais pas, et je veux pas dire du mal de votre thérapeute, je la connais pas. Mais si vous avez l'impression que ça bouge pas et qu'elle
elle va pas travailler là-dessus, c'est que c'est pas, vous voyez, il faut aller dans votre corps, dans votre ressenti, dans ce que vous, enfin, dans ce qui va bouger quand vous serez face à votre thérapeute. Il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge en vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et suivre votre intuition. C'est-à-dire que notre intuition, pour ça, quand vous êtes avec quelqu'un, vous allez sentir si vous vous sentez à l'aise. Hein, c'est pas l'autre qui sait pour vous. C'est si vous vous sentez pas à l'aise ou vous sentez que ça avance pas, faut pas rester. C'est important qu'il y ait une vraie alliance avec le thérapeute, que vous sentiez bien pour pouvoir vous déposer vraiment. Oui. Alors je travaille. Je me rends compte aujourd'hui en discutant avec vous que finalement c'est moi qui lui donne autre chose à travailler que ce trauma-là. Oui, bien sûr, mais parce que vous avez pas envie de souffrir et ça va faire mal d'aller travailler ce trauma. Donc c'est de bonne guerre ce que vous faites, mais c'est à elle de deviner que d'abord il faut régler ce problème de trauma. Vous comprenez ? C'est elle qui sait normalement, c'est pas vous. Et c'est la première fois avec vous que je parle de trauma. Jamais ça a été nommé de la sorte. Et du coup, c'est pour ça que je le mettais de côté, parce que je me dis, bon, mais c'est bon, tu l'as réglé, ton problème. Ça fait tellement longtemps. La preuve que non, puisque ça vous encombre. Et si vous dites un thérapeute, forcément, vous lui avez dit que vous aimez pas qu'on vous regarde, ou que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, vous aimez pas votre corps, je veux dire, tout thérapeute va suspecter un trauma ou quelque chose et va forcément, en principe, aller creuser là. Et s'il creuse pas, c'est que peut-être cette personne n'est pas la bonne pour vous. Bon, en tout cas, on veut pas. C'est à vous de voir, de sentir. Mais de toute façon, notre échange vous aura forcément fait un tout petit peu éclairer votre monde intérieur, et c'est à vous évidemment d'avancer. Mais merci en tout cas, merci de votre confiance, Muriel. Merci. On fait une petite pause, mais vous n'échappez pas à la devinette. Pourquoi certains artistes croient qu'ils deviennent sourds ? C'est à vous de nous trouver la réponse, et on en reparle bien sûr tout de suite après les infos. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 08. Et le Paris FC est en train de remporter son premier match lors de la réception des Portugaises de Benfica à 21h. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellent après-midi. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons à évoquer le langage corporel, votre rapport au corps. Si vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas trop être touché en dehors de la sexualité, c'est pas anodin, ça dit des choses sur notre propre vécu. On en parle avec Claude Parisot. Vous êtes sexothérapeute, vous faites des stages de couple d'ailleurs, où vous aidez les couples à mieux communiquer, et ça passe évidemment aussi par le corporel, par le regard, tout ça on l'a déjà dit. Oui, notamment dans les stages sexualité pour couple, ça passe toujours par le corps. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, souvent ils ne sont pas à l'aise dans la sexualité. C'est ce qu'ils remarquent eux-mêmes. Même danser ou bouger. Et l'énergie, elle est dans le corps. Et si on n'est pas à l'aise dans son corps, c'est dur d'avoir une belle sexualité, en tout cas épanouie. Bien sûr, et la sensualité est compliquée quand on n'est pas dans son corps. On a forcément des moments où on est un peu raide, un peu crispé, un peu. Oui, parce qu'il n'y a pas d'écoute de l'intérieur. C'est-à-dire, on fait des gestes un peu stéréotypés, comme on danse en boîte et tout ça, mais il n'y a pas de fluidité dans le corps. On n'habite pas son corps. C'est ça, il y a pas et ça se voit tout de suite. Par contre, c'est vrai. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir. Pourquoi certains artistes croient qu'ils deviennent sourds ? Comme d'habitude, je ne sais pas. Parce qu'on ne parle plus d'eux. Il y a des artistes qu'on a oubliés, on ne parle plus d'eux, donc ils croient qu'ils sont devenus sourds, ça doit être ça. Christophe nous rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Christophe. Vous êtes donc libertin. Oui, alors ça c'est ma philosophie. Je suis... c'est une pratique aussi, c'est pas qu'une philosophie. Oui, pour moi c'est une philosophie. D'abord, avant toute chose, c'est une façon de voir la vie en liberté, on va dire. Oui, bien sûr. Mais... Voilà, et je n'ai aucun tabou avec mon corps, je n'ai pas de soucis. J'écoute un peu sur le sujet qui est pas facile, c'est un sujet assez difficile. C'était aussi le mot tendresse et communication. Moi, j'ai pas de soucis avec mon corps. Je pense que pour moi, ce qui est important, c'est déjà d'arriver à s'aimer soi-même avant toute chose et arriver à s'accepter tel que l'on est. C'est vrai, il faut accepter son corps avec peut-être des parties qu'on aurait préférées différentes, mais c'est notre corps et on n'en a qu'un et il faut l'accepter. Voilà. Oui. Après, il y a des méthodes pour s'entretenir, pour ci, pour là, et chacun fait un petit peu comme il le sent et
Mais vous savez, je pense à des femmes qui sont un peu rondes et qui sont très très bien dans leur corps, alors que vous avez des formidables femmes minces et tout, et qui ne sont pas bien dans leur corps. Hein. C'est pas forcément gênant d'avoir des kilos en plus si on les vit bien, pourquoi pas. Hein. Justement, dans le monde libertin, il y a justement cette liberté que tout le monde a le corps qu'il a et on fait avec, et c'est pas pour ça que les personnes sont repoussées, dénigrées, ou voilà. Donc je pense que ce qui est important, c'est ça. Déjà, s'aimer soi-même à l'intérieur de soi, avant de pouvoir... C'est vrai, il faut reconnaître que dans le monde libertin, il n'y a pas de jugement sur le physique des autres. Il y a quand même cette ouverture d'esprit qui est tout à fait remarquable, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, moi, je suis en couple avec une personne plus jeune que moi, avec qui ça se passe très très bien, parce que nous sommes dans la communication, et ça, c'est pour moi hyper important. Quand on est deux, ou trois ou quatre, mais quand on est deux surtout, on est en couple, la communication, c'est essentiel. Alors, elle passe par effectivement le corps, mais aussi le regard, vous l'avez dit, mais aussi la voix, l'intonation, dire les choses, comment dire les choses, comment la voix peut entraîner certaines réactions sur une même phrase, l'intonation. Oui, mais vous savez, l'intonation, elle est due à l'émotion. Hein. Tout à fait, c'est ça. Si on est joyeux, on va avoir une intonation joyeuse. Si on est en colère, on a une intonation un peu rude. Hein. Et voilà, donc sur la même phrase, on peut communiquer différemment. Et on peut la faire interpréter différemment aussi, cette phrase. C'est sûr, on peut dire un truc au jeu, mais si dans l'énergie il y a de la colère et puis que notre énergie elle va contre l'autre, le jeu il a plus lieu d'être, c'est-à-dire l'autre va le prendre pour lui. C'est ça aussi, j'ai vu ça dans les communautés où on travaille la communication, notamment la communication non violente ou pas. On peut dire prendre responsabilité, dire je voilà ce que je vis, mais si ce que je vis, la façon de le dire, elle est agressive, ça veut dire c'est toi qui as merdé, en gros. C'est toi le problème. Oui, ça devient un tu. Et ça devient un tu, c'est ça, même si c'est un jeu. Donc c'est vraiment l'intonation, effectivement, dans ce sens-là, elle est vraiment vraiment importante. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ce que vous avez envie de nous dire, je suis sans tabou, donc tout va bien. J'ai pas de problème particulier par rapport à ma communication. Et par contre, si, quand on me renvoie des choses qui sont pas forcément ce que je pensais, il y a aussi la remise en question de soi-même aussi qui est important. Savoir se remettre en question par rapport à quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait ou qu'on a... Ça, c'est hyper important aussi, je pense. Donc vous acceptez la critique? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est pas si fréquent que ça. Et le débat, moi j'ai vécu avec des gens qui avaient toujours raison, c'est compliqué. Même si quand elles ont tort, elles ont raison, c'est compliqué. La communication est compliquée. Parce qu'il faut toujours démontrer... de toute façon, quand vous êtes avec quelqu'un qui a toujours raison, il faut lui laisser avoir raison, parce que de toute façon... Mais forcément, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire que les échanges sont un petit peu compliqués avec quelqu'un qui a toujours raison, c'est sûr. Donc, mais quel intérêt d'être avec... Quel intérêt, oui, c'est surtout ça. Ah oui, alors ça, après, ça se découvre aussi, parfois. Il y a plein de... Quel intérêt d'être avec quelqu'un qui a toujours raison forcément, ça se découvre, parce que c'est pas forcément... immédiat, quoi. Puis, par exemple, si on est en relation de couple, si je parle du couple, on passe beaucoup de temps à vouloir avoir raison. L'idée, c'est d'être connecté, c'est de se comprendre, c'est de se comprendre, pas d'avoir raison. Et d'avoir raison, moi j'apprends dans les stages de couple que les deux ont toujours raison, en fait. Chacun dans son monde, c'est-à-dire que l'un peut avoir raison par rapport à son monde, et moi je peux avoir raison dans mon monde. Ce qui est important, c'est de pouvoir écouter l'autre, le comprendre, le valider au moins dans son monde. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Mais c'est toute la différence. Mais c'est vrai que si c'est pas possible de discuter, ces personnes-là, en général, elles sont plus dans notre réseau. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est ça que je voulais un peu exprimer. Que oui, mais vous m'avez l'air d'être quelqu'un qui est assez souple et qui finalement a plutôt envie d'être d'accord avec l'autre plutôt que de rentrer dans le conflit. Hein.
C'est ça, moi je vois de ça, les conflits, donc parfois ça peut arriver, mais c'est très rare, mais il y a toujours possibilité, je veux dire, de dénouer les choses en passant par la communication, quoi. Le dialogue, la communication, savoir s'écouter, se regarder. Et... Oui, mais c'est ce que vous disiez en début de témoignage. Vous disiez le libertinage, c'est surtout une philosophie. Donc, votre philosophie, c'est en effet, si on peut éviter le conflit, mieux vaut passer son chemin que de rentrer dans le conflit. Exactement. Et puis donc, à ce moment-là, voilà. Et justement, dans le libertinage, a priori, est-ce que le rapport au corps, au toucher, justement, est assez libre? Est-ce que on peut, est-ce qu'il y a aujourd'hui où on entend beaucoup de femmes qui considèrent que si elles sont un peu touchées alors qu'elles n'avaient rien demandé, elles se sentent un peu harcelées. Est-ce que ça existe, ça, maintenant, dans le libertinage, ou est-ce que ça reste très libre? C'est-à-dire que les vraies libertés ont des vrais codes, quoi. C'est-à-dire que les femmes décident, en général, et une femme qui n'a pas envie de se faire toucher ne se fait pas toucher. Voilà. Même par quelqu'un qui ne connaîtrait pas les codes, ça n'arrive jamais? Alors, ça peut arriver, effectivement, mais là, c'est vite rectifié. D'accord. Ou par les gens qui sont autour, ou par les gens... Donc les codes restent très marqués dans... Les codes restent très marqués, mais ces dernières années, on voit apparaître tout un genre de personnes... C'est ce qu'on m'a dit, oui. Qui ne sont pas du tout dans le... Et c'est de temps en temps, il faut un peu... il faut remettre un peu d'ordre là-dedans, et oui, parce que c'est pas n'importe quoi. Oui, c'est important d'ailleurs. C'est pas n'importe quoi. C'est pas le milieu où on arrive, ça y est, tralala youpi, on se sert et on repart, quoi. Non, et d'autant que beaucoup de femmes profitent de ces endroits pour s'habiller très très sexy, et donc si il y a 2-3 abrutis qui en profitent pour venir les toucher, pensant que c'est open bar, si je puis dire, ça risque en effet d'être compliqué. Oui, donc il y a quand même de rectifier les gens gentiment en leur disant mais attendez, mais ça se fait pas, ou prendre parti. Ça m'est arrivé cet été par rapport à un couple, et j'ai pris la défense du monsieur par rapport à la dame qui avait été touchée et puis ça s'est réglé comme ça, mais ça arrive, oui bien sûr, mais après chacun a... Oui, mais vous voyez, ça n'arrivait pas il y a 20 ans, quoi. Non, alors ça, je suis d'accord avec vous, puisque moi, je suis un ancien, on va dire, donc effectivement, les choses ont changé par rapport à ça. Ouais, c'est là où on voit qu'il faut un peu mieux éduquer les gens, parce que normalement... Le consentement, oui. Ouais, c'est vrai. Mais mon leitmotiv, c'est l'éducation. On parle de répression tout le temps, dans la société, la répression, la story, le machin. Non, le plus important, c'est l'éducation. Il faut apprendre, il faut apprendre le nom de quand on est enfant. Hein. Si enfant, on n'a pas appris la frustration, on voit pas pourquoi on n'irait pas toucher le beau gâteau qui se présente devant nous. Hein. Exactement, la frustration fait partie de l'enfance et ça s'enseigne. Mais oui, je sais bien, Christophe. Merci de ce témoignage, Christophe, et de ce petit rappel à l'ordre. De temps en temps, ça fait du bien. On va faire une petite pause et on continue à évoquer justement le toucher. Est-ce que vous acceptez que comme ça, quelqu'un vous mette la main sur l'épaule ou pas? Quelles sont vos limites? Venez nous en parler sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est maintenant. Eh bien, Claude Parizeau, nous avons Emma qui va nous parler de quelque chose. Et je crois que c'est à votre enfant intérieur que vous avez enfin dit quelque chose, Emma, il me semble. Hein? Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Claude Parizeau. Ça va certainement toucher Claude Parizeau qui travaille aussi beaucoup sur l'enfant intérieur. Tout à fait. C'est toujours un plaisir de vous avoir en ligne. C'est la première fois que je témoigne sur votre antenne. Je vous écoute beaucoup. Alors, merci. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire au jour d'aujourd'hui à mon enfant intérieur, c'est j'ai appris à écouter mon enfant intérieur il n'y a pas si longtemps que ça. Donc du coup j'ai fait des recherches, en fait je me suis dit pourquoi je réagis sur certaines choses bizarrement, pourquoi je suis hypersensible, pourquoi je suis super empathique, pourquoi beaucoup de questions, et c'est déjà bien, hein. C'est déjà parce qu'on se pose des questions qu'on va peut-être enfin avancer sur soi. C'est ça qui m'a amené à
fouiller dans mon enfant intérieur parce que j'en ai entendu parler. Et du coup, je me suis remise en arrière, en fait, par rapport à mon enfance. Et ça rejoint beaucoup de choses dans ma vie d'aujourd'hui. Donc, alors qu'est-ce que vous avez découvert déjà? J'ai découvert déjà, premièrement, j'ai une maman qui n'était pas très gentille avec moi en tant qu'enfant, qui me disait tout le temps de me taire, j'avais jamais le droit de m'exprimer. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 47 ans, j'ai du mal à exposer mes besoins, par exemple. Ce qui me joue des tours. Après, c'est un manque de confiance aussi également. Le manque de confiance, on attire les mauvaises personnes, forcément. On mérite pas une belle personne. Si on manque de confiance en soi, on va pas aller vers une belle personne. Enfin, vous la méritez pas, Emma. Franchement. Ça, tout à fait. Juste une question. C'est un pseudonyme que vous avez pris ou c'est votre vrai prénom? C'est pas mon vrai prénom. D'accord. Voilà. Bon, alors c'est pas anodin non plus d'avoir choisi ce prénom-là pour passer à l'antenne. Mais si ça avait été votre vrai prénom, ça m'aurait surprise. Oui. C'est pas complètement assumé encore. Je sais pas pourquoi, mais je suis en train d'encore chercher des réponses. C'est comme moi. Mais dans la vie, vous faites appeler Emma? Non, du tout. Non. Du tout, c'est ça. Vous avez eu envie de choisir ce prénom parce que vous avez envie qu'on vous aime. Voilà, c'est ça. Non, en fait, le prénom Emma, c'est pour l'antenne, en fait. Oui, mais c'est pas anodin de s'appeler Emma devant des milliers de gens qui vous écoutent. Ça, tout à fait. Et vous voyez comment inconsciemment ça veut dire quelque chose? Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez? Tout à fait. C'est bien. Et du coup, comme j'étais pas trop aimée par ma maman, j'ai perdu mon père il y a 4 ans déjà de cela. Mon cher papa qui n'est plus de ce monde, à 46 ans, m'a dit, je lui ai dit une phrase, je lui ai dit, tu sais papa, si un jour je t'ai fait de la peine ou je t'ai mise en colère, je te demande pardon. Et il m'a pris la main. Et il m'a dit, mais tu sais, t'es ma fille, je t'aimerai toute ma vie. Et c'est la première fois qu'un des deux parents me dit je t'aime, en fait. Et ça m'a énormément bousculé, en fait. Oui, mais ce qui est beau, c'est que vous avez été le chercher, ce je t'aime. Oui, j'ai été le chercher, c'est Parce vrai. que, vous voyez, c'est vous qui lui dites papa, je t'aime et je te demande pardon si je t'ai fait du mal. Oui. Et c'est vous qui avez ouvert la parole du cœur. Oui, c'est comme une impression de clé. Je m'approche de la porte et je tourne la clé. Et je commence à ouvrir la porte tout doucement, en fait, sur des choses que je comprends. Dans la vie de tous les jours, en fait, on va dire. Et puis là, moi, ça me touche ce que vous dites, parce que ça me parle beaucoup. Et aussi de oser. Vous disiez que vous avez du mal à sentir vos besoins. Mais là, vous voyez, vous étiez dans un désir de dire... Et quand on est dans sa vérité et on peut l'exprimer, en tout cas que vous l'exprimez comme ça, souvent il y a un retour qui est ouvrant, quoi, je veux dire, qui nous permet de nous ouvrir à d'autres choses et de voir que tout est possible. En fait, tout est possible. On peut tout dire à partir du moment où on ouvre son cœur. Il faut savoir à qui on l'ouvre aussi, comme vous dites. Alors ça, j'allais en parler parce que l'empathie et l'ouverture, on ne peut pas la donner à n'importe qui. Moi, ça m'a joué des tours. Vous voyez, ça m'a blessé énormément. Je me mettais dans des états pas possibles. Oui, mais attention, parce que je pense qu'il faut faire la grande différence. Entre le moment où on ouvre son cœur à quelqu'un parce qu'il y a un échange, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui peut se passer, et quand on est en demande et qu'on croit qu'on ouvre son cœur, mais qu'en fait on est en demande de quelque chose. Vous voyez ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Brigitte. Je suis en demande. Quand on est en demande, il y a des grosses déceptions derrière. On peut, oui, parce qu'en face, on n'a peut-être pas quelqu'un qui a envie de nous donner ce qu'on demande. Surtout quand on est en demande, on en demande souvent beaucoup. C'est ça. Puis une chose aussi, moi, que j'ai appris, c'est que on peut demander à tout moment. Je veux dire, c'est important d'ouvrir à un moment donné, mais on peut le refermer. Ça ne veut pas dire que ça doit rester comme ça. C'est-à-dire que si la personne en face n'est pas réceptive ou se comporte d'une manière non bienveillante, c'est là que l'apprentissage des limites, c'est-à-dire de mettre sa limite, de dire stop, de dire ça me plaît pas ou ça me blesse. Oui. Et ça apprend aussi. Moi, je sais que ça, d'avoir appris. Et c'est ça que dans les stages aussi, j'apprends à ceux qui ont le plus de mal à mettre des limites. Mettre des limites, ça permet à l'autre
aussi de changer. Ben moi, dans mon caractère, j'ai beaucoup de mal à imposer des limites. Pour faire passer le message, c'est très compliqué pour moi. Je pars dans une émotion explosive que c'est pas compréhensible en fait. C'est-à-dire que vous partez dans une émotion explosive quand on dépasse vos limites ? Oui. Je suis très très calme de nature, mais quand ça dépasse les bornes, ça prend une vive émotion. Parce que vous vous sentez agressé donc. Tout à fait. Et mon hypothèse, c'est que si vous explosez, ça veut dire que vous sentez pas la limite quand elle est là au début. Il en faut beaucoup pour que vous la sentiez. Puis quand vous la sentez, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que c'est déjà un volcan. Donc c'est d'apprendre à le dire. Pour le dire calmement, il faut, dès qu'on sent qu'il y a un tout petit truc à l'intérieur, c'est vraiment d'être à l'écoute de ce petit... Moi je dis toujours, ça se passe dans le corps. Dès qu'il y a quelque chose qui change, c'est déjà là apprendre à le dire. Mais ça, c'est un travail. Ça fait, ça se travaille. Et ça marche. Et je vous assure, ça marche. Il faut écouter son corps aussi également. C'est ça. Ah ben c'est lui qui nous transmet. Vous savez, moi je ne cesse de répéter qu'il faut ressentir. C'est par le ressenti qu'on comprend les choses. C'est pas par l'intellect. L'intellect il vient après. Il n'y a pas que l'intellect. Je suis d'accord avec vous. Oui. C'est après, comme dit Brigitte, c'est après l'intellect. C'est d'abord le ressenti. Ça passe par le message. C'est d'abord le ressenti. On ressent quelque chose et après. Il nous faudra peut-être l'intellect pour comprendre pourquoi on a ressenti ça. Mais il faut d'abord ressentir et pouvoir mettre un mot sur ce qu'on ressent. C'est toute la difficulté de l'être humain. Mais notre intellect, il nous joue parfois des tours. Mais si on sait bien ressentir, à un moment donné, il devient notre meilleur ami. Mais c'est pas si simple. Mais bon, vous avancez bien, c'est bien, Emma. Oui. Oui. Et ben, continuez à écouter votre enfant intérieur et à le rassurer. C'est ça dont il a besoin, certainement. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On va se retrouver avec le sexo-conseil. Bien, tiens, justement, tu veux ou tu veux pas. Voilà une belle formule pour poser ses limites. Et puis, on va vous donner une deuxième chance de gagner peut-être ce masseur Lélo. Le sexo-conseil. Eh bien, Claude Parisot, j'adore cette chanson. Tu veux ou tu veux pas. Elle est mignonne, C'était Zanini qui l'avait lancée, et puis elle avait été reprise par Brigitte Bardot. Et évidemment, avec cette voix magnifique de Bardot, ça faisait une superbe chanson que je trouvais très très sexy. Et je trouve que on pourrait en jouer un peu comme ça dans le couple. Quand on a envie d'une petite fantaisie, ça pourrait être une manière assez mignonne de faire une proposition à l'autre. Non, tu veux ou tu veux pas? Bah oui, il y a des jeux. Même il y a un jeu de cartes là-dessus, je crois. Tu veux ou tu veux pas? Oui. Bon, en tout cas, ce sexo-conseil, je vous propose de faire un tableau avec 2 colonnes dans lequel vous allez pouvoir inscrire toute une série de pratiques, des plus courantes, comme par exemple le cuni ou la fellation, des positions diverses, ou des jouets, et puis même des trucs un peu plus hard ou des fantasmes que vous n'avez jamais osé évoquer. Mais vous faites une grande liste, vous voyez, vous mettez une vingtaine, une trentaine de trucs sexuels. Et puis, par exemple, le bondage, le trio, enfin bref, n'hésitez pas, vous mettez tout ce que vous voulez, et puis vous mettez 2 colonnes, elle et lui. Et chacun va remplir sa colonne, donc sur 2 feuilles séparées, et vous mettez une note à chaque pratique. Et puis après, vous ramassez les copies et vous verrez comme ça, si par exemple sur le bondage, il y en a un qui a mis 10 et que l'autre a mis 0, ça pourra pas le faire. Mais s'il y en a un qui a mis 10 et que l'autre a mis 7, vous pensiez pas lui demander, vous n'osiez peut-être pas lui demander une petite séquence bondage, mais là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est peut-être possible. Et c'est une manière de parler sans se choquer. Enfin voilà. Alors, vous saurez peut-être ce qui est possible. Et puis, si vous voyez que l'autre a mis 0 à quelque chose qui vraiment vous aurait plu, moi, je conseille pas de mettre 10 à des trucs un peu spéciaux parce que ça peut choquer votre partenaire. Mais vous pouvez mettre 6, par exemple, sur un truc, par exemple, vous avez jamais pratiqué la sodomie, vous auriez envie, vous mettez un 6. Si elle vous répond dans sa colonne un 2, bon, c'est mal barré. Si elle vous met 4, ça peut peut-être s'envisager. Vous voyez, c'est une façon de, sans discuter frontalement, de pouvoir quand même évoquer nos fantasmes, nos envies. Voilà, et puis
ça peut se discuter. Si vous êtes quand même assez capable de communiquer, ça peut se discuter. Tiens, pourquoi tu as mis 0 à, je sais pas moi, par exemple, à se faire caresser par une plume? Là, ça peut quand même se discuter. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez découvrir qu'il y avait des poules chez elle et qu'elle a une horreur des plumes. Je dis n'importe quoi, mais ça peut être aussi une belle manière de rentrer dans des communications un peu plus personnelles, plus intimes. Alors moi, c'est amusant parce qu'on n'en avait pas parlé avant. J'ai le même exercice dans mes stages, mais je le mets différemment, c'est-à-dire que oui. Entre 0 et 5, ils doivent mettre combien ils sont curieux de ça. Plutôt curieux, parce que curieux, ça veut dire même si, si c'est à fond curieux, mais curieux, ça veut pas dire on va le faire. C'est curieux d'en parler déjà, et ça marche bien parce qu'après, quand ils sont pas d'accord, nous, ils font des dialogues et après ils ont des sujets à la maison où ils en parlent, mais où chacun peut s'écouter, parce que dans le dialogue imago, on écoute vraiment et la vérité de l'autre sans juger. Et c'est intéressant, j'adore cet exercice dans le stage sexualité. Je fais ça. Donc ça prouve que ça marche bien. Ça marche bien. Puis je les fais bien s'habiller, puis autour d'un repas aux chandelles. Donc on crée toute l'ambiance avec, on peut faire plein de choses avec ça. Oui. C'est une super idée. Eh bien voilà, le sexe au conseil du jour, à pratiquer tranquillement et ça vous fera avancer. Alors je crois que nous avons Amel qui était avec nous et qui a peut-être un peu de difficulté avec la tendresse. Bonjour Amel. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Amel. Bonjour. Donc vous avez... Alors, oui, allez-y, on vous écoute. Allez-y, oui, je vous en prie. Alors oui, moi c'est en fait j'ai vraiment des soucis à ce niveau-là avec mon conjoint. C'est que j'ai du mal à exprimer mes sentiments au niveau de ma posture et mes gestes. D'accord. Et je sais que... Pardon ? Oui, vous ne savez pas vous laisser aller avec votre corps, avec lui, quoi. Exactement. Pas du tout de tendresse, pas du tout de câlin. Je sais que c'est de mon côté, c'est pas de son côté, mais le pourquoi du comment, moi j'écoutais un petit peu les auditeurs qui avaient en amont, mais moi je serais incapable de dire le pourquoi du comment. C'est-à-dire comment avez été, comment ça a été la tendresse enfant pour vous? Est-ce que vos parents étaient tendres avec vous? Comment c'était avec le toucher? Oui, voilà, exactement. En fait, c'est que moi j'ai vécu dans une famille très tendre, dans la communication. On se disait pas je t'aime, mais on savait qu'on s'aimait. Donc sur ce côté-là, je n'avais aucun problème, je ne ressentais pas un mal-être. Mais au niveau de mon couple, j'ai vraiment du mal, il y a vraiment une barrière. Et les hommes avant? Et les hommes avant lui? J'en ai eu 2 avant mon mari. Oui. C'était presque pareil, mais plus j'avance dans le temps, plus c'est difficile. Plus je trouve que plus je recule. D'accord. Vous avez des enfants? Oui. Et avec les enfants, il n'y a pas de problème? Non, aucun. D'accord. Aucun. Vous avez vos parents qui étaient aussi tendres l'un vers l'autre ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ah ouais, non, on voyait, il y avait de l'amour, il y a de l'amour, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. J'avais déjà vu une psy, on est remonté, mais on n'arrive pas à mettre encore une bonne psy. Je plaisante. Non, dans votre cas, il y a 2 grandes hypothèses. Soit il y a quelque chose, il y a un trauma que vous avez, dont vous n'avez pas souvenir. Et ça, on va assez vite le savoir en vous posant 2-3 questions. Soit il y a eu un de vos compagnons ou votre père qui a blessé quelque chose, et donc vous restez sur la réserve parce que vous n'êtes pas suffisamment en sécurité dans le rapport à l'autre. Alors au niveau de la famille, vraiment, je ne vois absolument rien du tout. Absolument pas. Vous n'avez pas de maladie auto-immune, vous n'avez pas de surpoids, vous n'avez pas de... Si, j'ai un surpoids. J'ai un surpoids, mais je me sens pas... Je suis pas mal à l'aise, si vous voulez. Je me cache pas derrière des vêtements, j'ai un fort caractère. Vous aimez... vous avez un surpoids depuis quand? Depuis quel âge? Toute jeune. Oui, parce que ça, c'est quand même un indice. C'est quand même un indice qu'il y a pu y avoir un trauma.
Enfin, je veux pas. Encore une fois, je veux pas vous mettre quelque chose dans la tête qui soit faux. Hein. C'est juste des pistes. J'entends bien. Qu'est-ce que quand vous imaginez ou quand votre partenaire a envie vous se rapprocher de vous ou qui a envie de tendresse, c'est quoi que vous ressentez? C'est quoi le mot? Si vous dites non, ça me fait me sentir quand. En fait, dès qu'il s'approche, enfin dès qu'il est à côté de moi et qu'il commence à poser sa main autre, soit je vais me lever automatiquement. Je vais pas rester assise à côté sur le canapé. Soit je vais me lever, soit je vais dire attends, j'ai pas le temps. Ça, d'accord. Ça, c'est ce que vous faites. Et voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est-à-dire dès que vous levez, dès que vous allez dire ça, parce que si vous continuez ma phrase, parce que je me sens. J'ai pas envie. Oui, et j'ai pas envie parce que je me sens. C'est ça, impossible de vous dire pourquoi je me sens. C'est pourtant le ressenti, il y a mille mots. Ça. Hein. Alors, ça peut être parce que je me sens agressée, parce que je me sens, parce que ça me dégoûte, intrusé, parce que envahi, intrusé, vous voyez, dégoûté. Il faut mettre un mot sur ce que vous ressentez. Vous comprenez? Là aujourd'hui, je comprends. Ouais. Mais j'ai pas de mots parce que mais vous n'êtes pas obligé de le donner là maintenant. Mais c'est ce qu'il faut que vous fassiez. C'est-à-dire que moi, première piste que je peux vous donner, la prochaine fois, au lieu de vous lever, restez dans votre corps et essayez de voir quel mot viendrait. Qu'est-ce que vous ressentez de fort qui vous donne envie de vous lever? Parce que vous lever, c'est une fuite. On est d'accord? Oui, tout à fait. C'est la fuite pour pas qu'il vous touche. Et pourquoi vous fuyez alors que vous l'aimez et que c'est votre mari? Exactement. C'est pas normal. On est d'accord? Non, c'est pas du tout normal. Non, parce qu'il y a de l'amour. Mais bien sûr. Je vais lui montrer mon amour, mais autrement, je vais lui faire un bon plat. Oui, non, mais on change pas de sujet, Amel. On reste sur le grill. On reste sur le grill. Donc, vous voyez, à partir du moment où c'est pas normal, c'est que ça parle d'autre chose. Oui, forcément. Vous comprenez? Et cette autre chose, c'est vous qui pouvez nous le dire par votre ressenti, par le corps. Est-ce que quand vous faites l'amour, vous avez du plaisir avec lui? Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Donc c'est bien. Après, je vais pas rester, je vais pas câliner. C'est ça, c'est vraiment la tendresse. On peut. Alors moi, ça m'ennuie de donner une hypothèse parce que ce n'est qu'une hypothèse. Mais il est fort probable qu'il y ait eu quelqu'un, grand-père ou quelqu'un dans la famille qui, à un moment donné, a été beaucoup trop tendre à des moments où vous n'étiez pas dans on a dépassé ce qui était la tendresse, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est une hypothèse, hein, j'ai pas dit. Non, vraiment là, pas du tout. Là, franchement, du tout. Mais vous vous en souvenez pas, c'est ça le problème. Mais vous voyez, il y a un rapport compliqué avec l'homme et la tendresse. Donc il y a forcément quelque chose qui n'est pas normal, et ça vous en êtes d'accord. Donc il y a forcément eu un abus de quelqu'un qui, au moment où il aurait dû juste avoir un geste mesuré, a été trop loin. En fait, maintenant, il faut voir, c'est que si ça pose pas de problème ni à vous, bon, si vous appelez, je pense que ça pose problème, mais si ça posait pas de problème ni pour vous, ni pour votre compagnon, voilà, je me dis, mais sinon, ça vaut le coup de consulter vraiment de quelqu'un. Moi, je vois par exemple, j'ai un dialogue, je peux même vous l'envoyer, vous voyez, que vous pouvez faire le travail seul. C'est-à-dire à chaque fois, prendre une situation précise et dire ce que vous avez ressenti, ce qui vous a blessé à ce moment-là, ou dans l'idée, ou l'histoire que vous vous racontez à ce moment-là. Et là, vous allez faire des liens. S'il y a des liens conscients. Si c'est pas conscient, c'est là que c'est... Alors, il y a une autre hypothèse, parce que j'aime pas de donner une seule hypothèse, parce que c'est toujours un peu comme si on était... Bon, je suis pas une sorcière qui devine tout. L'autre hypothèse, c'est que enfant, vous ayez réclamé de la tendresse et qu'à un moment donné, on vous ait repoussé et que ça vous ait fait très très mal. Ça, c'est possible aussi. Et, vous voyez Mais donc, voilà, donc ça c'est possible aussi, et vous vous en souvenez pas parce qu'on se souvient pas de tout, mais ça c'est possible aussi qu'à un moment donné, par exemple, vous avez été vers votre papa, vous aviez besoin d'un grand moment de tendresse parce que peut-être vous étiez tombé, vous étiez fait mal, et puis votre papa il était occupé à bricoler, il vous a repoussé, et ça a été quelque chose, parce que quand on a 3 ans, 4 ans, c'est terriblement douloureux. Vous voyez, ça peut être aussi un truc aussi bête que ça. Mais pour dépasser ce problème, il faut que vous alliez dans votre ressenti et que vous voyez. Et si c'est juste un truc, comme je viin de le dire,
à mon avis, en allant dans votre ressenti et en acceptant de ressentir, à un moment donné, ça devrait se lever. Espérons, j'espère. Bon, en tout cas, vous pouvez aller travailler là-dessus aussi. Vous travaillez là-dessus, évidemment. oui. Nous, on est là juste pour éclairer. Après, il faut ranger son bordel et c'est à chacun de le faire. C'est pas nous qui pouvons tout ranger. Merci beaucoup, Amel, en tout cas. Amel. Merci de votre confiance. On fait une petite pause, on va conclure avec Diane. On va revenir justement encore sur la tendresse. C'est tellement important, la tendresse, justement. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Moi, je suis contre le travail le dimanche, oui. Les salariés ont le droit de voir grandir leurs enfants. C'est con de dire ça. Sud Radio. Merci en tout cas Claude Parisot d'être avec nous. Vous évoquez beaucoup la communication dans le couple. Vous travaillez avec les couples pour leur apprendre à mieux communiquer parce que c'est essentiel évidemment et vous pratiquez la méthode Imago. Donc on se regarde, on est face à face et on parle de soi, de ce qu'on ressent. De cœur à cœur. De cœur à cœur. Pas avec la tête, ce qu'on disait, avec la tête, on va pas très loin. On parle la même langue et on se dit vraiment les choses et ça crée une belle connexion. Et quand il y a une belle connexion, l'amour circule et c'est toujours beau. Systématiquement, c'est beau et on peut pas se louper quand on parle de tous les deux au même endroit. Évidemment, parce que si on s'aime, normalement, on doit pouvoir communiquer de cœur à cœur. Oui. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Il y a peut-être plus d'amour-propre que d'amour. On va conclure avec vous, Diane. Merci de prendre la parole. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Claude. Bonjour Diane. Bonjour. Oui, alors moi, effectivement, je trouve que la tendresse, en tout cas, moi, je suis très contact physique. C'est-à-dire que mon langage de l'amour, entre guillemets, c'est aussi de dire si j'ai pas de contact physique, ne serait-ce que de juste me toucher le bras ou quoi que ce soit, j'ai l'impression d'être rejetée. Et donc du coup, même quand on est assis sur le canapé tranquillement, moi je vais poser mes pieds à côté. Bref, on est sur un canapé en angle et je lui dis mais juste pose tes pieds sur moi et en fait je sens tout de suite la tension ne serait-ce que de ma peau, etc. baisser et je dis mais tu peux pas savoir comme ça m'apaise quand ça vous sécurise, oui. Et ça me sécurise, ça m'apaise. Oui. La connexion au corps de l'autre, c'est très important ce que vous dites pour tous ceux qui nous écoutent. Ça veut dire que vous êtes reliés à nouveau grâce au corps à corps, même si c'est que le pied qui se pose sur vous. Oui. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a tout un système aussi avec le système lymphatique et je sais qu'avec tout le corps même holistique, etc. Je sais que c'est vraiment important et moi je sais que c'est très important. Je vous entendais tout à l'heure parler à l'auditrice avant, sûrement quand son papa, si on s'était fait mal ou quoi que ce soit. Et moi, je sais que, par exemple, mon père me grattait le dos ou me grattait les cheveux. Alors moi, ça, c'est instantané. J'ai l'impression de repartir quelques années en arrière. Et c'est quelque chose qui m'apaise tout de suite. Tout de suite. Mmh. Je sais que et par exemple, moi, le massage du crâne, de toute façon, c'est extraordinaire. Hein. Ah oui, c'est tout. Effectivement, on a toutes les tensions nerveuses, etc. Et puis, je sais que je veux pas me coucher fâchée, moi. Ça, c'est un truc. J'ai déjà perdu une personne. J'ai perdu un compagnon qui est décédé, donc ça a été plus compliqué si on s'était couché fâché. Et donc, je sais que ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Et donc, du coup, je vais forcément remettre de la communication. En plus, moi, je sais pas bouder. Autant mon compagnon, c'est un excellent boudeur. Ça va, s'il y en a qu'un des deux qui boude dans le couple, ça doit pouvoir s'arranger. Ah oui, alors moi, en plus, moi, ça me fait rire. Je vais voir, mais tu boudes? Je dis, mais t'as quel âge pour faire ça? Et je dis, viens, on parle. Ça doit l'agacer, ça doit l'agacer. Ah, ça, c'est sûr. Il n'aime pas du tout quand je dis ça. Oui, parce que la bouderie, c'est une agressivité passive, mais si on est repéré, c'est plus... Qui vient de l'enfance, ça fait enfantin, c'est vrai que c'est l'enfant qui boudait, c'est resté. Par contre, vous avez j'avoue que je boudais beaucoup quand j'étais plus jeune, c'est vrai. Mais par contre, vous avez une belle qualité, je trouve que c'est une super qualité de ne pas se coucher fâché. Vraiment, je tiens à le dire, parce que quand on est fâché, l'autre n'y est pour très peu.
souvent. Et c'est juste, la colère, elle est souvent contre nous, et de dormir avec d'être fâché en se couchant, on a de grandes chances d'être fâché le lendemain. Et surtout, ça fait du bien à personne, et de prendre comme habitude de vraiment nettoyer l'espace. Et du mal à soi, parce que vous vous endormez avec quelque chose de toxique, donc vous allez bien l'ancrer toute la nuit. Exactement. Et donc, bravo. Écoutez, je vous remercie. En fait, j'ai quand même perdu beaucoup de personnes autour de moi, du jour au lendemain, et des choses où, vous savez, on se réveille en se disant mince, si j'avais su, je lui aurais dit ça. Et ça, c'est pas possible en fait. Je veux pas pouvoir me dire, je veux pas partir si on sait jamais, hein. Je veux pas partir en étant fâché avec quelqu'un. En étant fâché. Parce que moi, les dernières paroles vous avez une belle. Je les ai toujours en tête. Et parce qu'elle voulait pas soigner. Enfin bon, peu importe. Et voilà, je veux pas. C'est important aujourd'hui. Je prends tout. J'ai perdu une amie il y a 1 an qui avait 42 ans. Enfin, c'était terrible. Et du coup, aujourd'hui, tout ce qui est de la bouderie, qui n'est pas grave, vraiment grave, j'estime que faut faire autrement et pas se polluer l'esprit. J'estime que quand on se plaint, on se victimise. Et je me victimise pas. Et je ne veux pas que les gens autour de moi le fassent. C'est bien parce que vous avez tiré profit, si je puis dire, de ces deuils que vous avez subis, qui vous ont forcément fait souffrir, mais vous en avez fait une philosophie positive, c'est bien ? Oui, c'était. Et puis du coup, le toucher pour moi, c'est qu'on est encore vivant, hein, effectivement. Alors j'ai l'impression que tout tourne autour de la mort, mais non, c'est que voilà, il y a des choses tellement plus importantes que des. Moi, je veux pas de dispute aussi. À la maison, on ne dispute pas, donc on discute, mais on ne se dispute pas. On peut se taquiner, on peut dire des choses de façon plus vive et pas virulente, bien sûr. On peut râler, mais pas se dire mais pourquoi ça m'arrive. Non, ça c'est interdit, on se plaint pas. On essaie de trouver des solutions. On cherche et puis voilà. Une fois qu'on a compris aussi que les choses qui nous arrivaient, c'est qu'on les a choisies pour évoluer, et ça nous aide bien à avancer aussi, à ne pas se victimiser. En tout cas, c'est vrai que quand il y a des épreuves comme ça difficiles dans la vie, ça apprend à relativiser et de savoir ce qui est important. Et vous, j'entends que c'est vraiment important de discuter de tout, qu'il n'y a rien finalement de très grave, et que en discutant, même si on est en colère, on arrive à trouver des solutions ensemble. Oui, c'est vrai. C'est ça. Par exemple, en ce moment, on n'a pas de libido parce qu'on a une société, ça fait 1 an qu'on l'a développée, etc. Et qu'on a eu pas mal de choses en tête. Mais on en parle. Personne n'est frustré. Enfin, voilà, on en parle. Je dis, ok, est-ce que tu es vraiment frustré ? Est-ce que si tu l'es, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire autre chose, autrement ? Voilà. Et on parle énormément de ce qu'on ressent et de ce qu'on attend, et voilà, parce que sans ça, on ne sait jamais où on va, et on attend, on subit. Oui, et puis surtout, quand on ne parle pas, on interprète le comportement de l'autre, et on n'interprète pas toujours comme il faut. On peut interpréter totalement de travers, et du coup, ça crée ensuite des malentendus qui prennent une importance énorme et qui peuvent même aller jusqu'à séparer le couple. Bien sûr, on interprète avec notre prisme, et non pas notre cadre de référence. Puis pas besoin de libido aussi pour se retrouver sensuellement. On peut se donner rendez-vous, si on n'a pas de libido, on peut se donner rendez-vous juste pour un moment de tendresse, de caresse ou même de massage, et puis en général, ça revient. En tout cas, le corps à corps, ça fait partie des langages, et on a besoin. On le rappellera peut-être juste, on a besoin quand on est enfant d'être touché, et puis quand on est malade, vieux, on n'est plus beaucoup touché et on en souffre aussi. Oui. Donc, il faut se toucher. Merci Diane, c'est formidable de terminer avec vous, parce que c'était un témoignage bien positif. Je donne le nom du gagnant, il s'appelle Grégory, il habite dans l'Oise, c'est lui qui repart avec ce masseur Lélo.
qu'il pourra emmener en voyage, puisque c'est un petit masseur, mais avec 10 vibrations différentes. Merci beaucoup Claude Parisot. Comme d'habitude, on peut s'inscrire sur vos stages. Je crois que le prochain c'est à La Réunion, ça fait un petit peu loin peut-être. Non, le prochain c'est en Belgique, là, et puis à Chaland, dans le 85, près de la mer, près de Nantes, en janvier. Après c'est La Réunion. Et donc on peut s'inscrire, aller sur le site de Claude Parisot. Et votre livre, c'est Réenchanter son couple aux éditions Erol. Demain, on sera avec Philippe Arlin. On parle beaucoup aujourd'hui de son identité sexuelle. Comment on se construit quand on est homo, trans, bi, cisgenre? Qu'est-ce qui nous aide à nous construire? On parlera de tout ça avec notre sexothérapeute Philippe Arlin. Sud Radio.